Le 13 octobre 1979, vers 7h30, deux joggeuses font leur entraînement sur la piste extérieure de la Demon Regional Vocational Technical High School. En approchant des gradins, elles remarquent sous la structure, entre les piliers de bois, une forme recroquevillée. Elles pensent d'abord à un mannequin. En y regardant de plus près, elles constatent qu'il s'agit du corps d'une jeune femme ou d'une adolescente. Elle est nue à partir de la taille, et ses pieds et ses poignets sont entravés par des cordes. Sa tête est réduite en bouillie. Les coureuses contactent aussitôt le service de la police municipale de Fall River. Fall River se trouve dans le sud du Massachusetts, dans le comté de Bristol, près de la frontière avec le Rhode Island. Au recensement de 2020, la cité comptait un peu moins de 100 000 habitants. Au 19e siècle, la ville a connu un boom économique avec l'implantation de plusieurs industries, notamment dans le textile. Cet âge d'or a cependant été de courte durée. Dans les années 1950, la courbe s'est inversée, plongeant Fall River dans une crise économique durable. La ville est aussi connue à cause d'un horrible fait divers. Le 4 août 1892, A.B. et Andrew Borden, un riche couple local, ont été assassinés à coups de hache dans leur résidence du 92 Second Street. Les soupçons se sont aussitôt portés sur Lizzie, la fille d'Andrew, née d'un premier mariage, toujours à résidence malgré ses 32 ans. Elle a été accusée et acquittée du double meurtre sur la foi de deux technicalités de l'époque. Au procès, une voisine a raconté qu'elle avait vu, quelques jours après les meurtres, Lizzie brûler une robe tachée de sang. Questionnée sur ses actions, l'héritière a parlé de perte menstruelle. En 1892, on ne parlait pas d'hygiène féminine dans l'enceinte d'un tribunal. Fin de discussion. Enfin, devant l'horreur des meurtres, personne ne voulait croire qu'une femme puisse faire preuve d'une telle cruauté. À l'issue du procès, Lizzie Borden a vendu la maison des meurtres et s'est fait construire un manoir sur les hauteurs de Fall River, au 306 French Street, une demeure qu'elle a nommée Maplecroft. Lizzie est toujours demeurée à Fall River, malgré l'ostracisme des résidents. Elle est décédée en 1927, à l'âge de 66 ans. Elle ne s'est pas mariée et n'a jamais eu d'enfant. On lui prêtait une relation contre nature avec une artiste de théâtre. Son histoire a maintes fois été adaptée au cinéma et à la télévision, dont, en 1975, dans le téléfilm The Legend of Lizzie Borden. C'est la regrettée Elizabeth Montgomery qui incarne la meurtrière. Montgomery, célèbre pour son rôle dans la série des années 1960, Ma sorcière bien-aimée, était aussi une parente éloignée de Lizzie Borden. Depuis ces événements, la maison des meurtres, le 92 Second Street, est devenue une attraction touristique. L'endroit a été restauré comme en 1892, meubles inclus, et accueille chaque année des milliers de visiteurs. Pour quelques dollars, les amateurs de sensations fortes peuvent y passer la nuit. On dit l'endroit hanté par les spectres des victimes. Le 13 octobre 1979, informés de la présence du corps d'une jeune femme près de la Demon Regional Vocational Technical High School, les agents municipaux et ceux de la police de l'État arrivent presque en même temps sur les lieux du crime. La scène est choquante. Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais il s'agit à l'évidence d'un meurtre et d'une agression sexuelle. Comme observé par les joggeuses, la victime a les chevilles et les poignets liés avec du fil à pêche. Elle ne porte qu'un chemisier ouvert sur la poitrine.
Ses autres vêtements ont été dispersés sous l'estrade. La femme a eu le crâne défoncé par un objet lourd et son agresseur lui a enfoncé une batte de baseball dans le vagin. Une grosse pierre couverte de sang est trouvée à proximité. Elle est envoyée au laboratoire médico-légal du FBI qui confirme que le sang est du même type que celui de la victime. Même si la criminalistique de l'époque ne permet pas de séquençage ADN, il s'agit à l'évidence de l'arme du crime. Malheureusement, les experts n'y trouvent aucune empreinte digitale. Les vêtements de la victime ne fournissent pas non plus d'informations sur son identité. C'est une jeune femme de race blanche, âgée de 14 à 19 ans. Elle est toute menue. Elle fait 1,52 m pour un poids de 40 kg. Si le rapport d'autopsie confirme les violences vaginales et anales, rien ne prouve qu'il y a eu agression sexuelle par un tiers. Il pourrait s'agir de torture sexuelle. La victime a aussi été frappée à la tête et au cou avec un objet pointu, peut-être un pic à glace. Elle était également enceinte de quelques semaines. Tout porte à croire que le meurtre a été commis par plus d'un agresseur. Sans entrer dans des détails sordides, la police demande la collaboration des journaux locaux en diffusant un portrait robot de la victime. La publication ne mentionne que la découverte d'un corps et d'un descriptif de ses vêtements. Dès le lendemain, un certain John Joseph contacte les autorités. La victime, dit-il, pourrait être son amie Doreen Ann Levesque, une adolescente de 17 ans habitant New Bedford, à 25 km de Fall River. La jeune femme, en fugue, avait une vie chaotique. Elle était toxicomane et pratiquait la prostitution. La police, principalement les détectives Alan Sylvia, Tom Joachim et Paul Carey, entreprend de questionner les prostituées du Red Light. À la fin des années 1960, Fall River est devenue la capitale du sud du Massachusetts pour la prostitution et le commerce des stupéfiants. Le quartier chaud, le Red Light, se trouve incidemment sur Pleasant Street et Bedford Street, deux rues parallèles du centre-ville, à deux pâtés de maisons du poste central de la police. Au cœur de ce no man's land du vice se trouve un édifice commercial, le Pier 14. Cette proximité n'est pas sans alimenter les rumeurs, certaines sans doute vraies, de corruption. On accuse les constables de profiter de ces trafics illicites, en argent ou en nature. Il y a une tolérance, une cohabitation profitable. Côté prostitution, deux proxénètes réclament le contrôle du secteur, Carl Drew et Robin Murphy. Les deux sont bien connus des enquêteurs. Le premier est un petit voyou né en 1954 au New Hampshire. Il a grandi au sein d'une famille violente et dysfonctionnelle avant de mettre les voiles à 14 ans. Il a un dossier criminel qui remonte à l'adolescence. Vol, possession de substances illicites et proxénétisme. Robin Murphy est une adolescente de 17 ans. À cause de son âge, on serait tenté de la voir comme une pauvre gamine perdue. Ce serait une erreur. Robin Murphy est une furie. Elle est toxicomane et se prostitue à l'occasion. Son objectif est de prendre le contrôle du Red Light, acquis à Carl Drew. Pour arriver à ses fins, elle est prête à tout, même, voire surtout, à la violence. Plusieurs l'ont vue en venir au point avec des hommes plus costauds et plus âgés, leur sautant visage toute griffe dehors. Une tigresse. Carl Drew et elle ne s'aiment pas, rien d'étonnant pour des rivaux, mais ils se tolèrent. Ils se surveillent, attendant la moindre erreur de son vis-à-vis pour lui ravir sa part de marché. C'est l'art de la guerre
appliquée au commerce du sexe. Les inspecteurs de la police de Fall River interrogent les prostituées de Red Light, mais ne récoltent que des rumeurs de comptoir. Doreen Ann Levesque travaillait apparemment pour Carl Drew. Elle aurait confié avoir peur de lui. C'est peu. Les agents interrogent le proxénète, qui jure ne rien savoir à propos du crime. Il est au courant du meurtre, mais prétend n'avoir rien à voir là-dedans. Sans preuve, Drew n'est rien de plus qu'un suspect, comme des dizaines d'autres. Du côté de la police du comté et du bureau de l'unité de contrôle et de prévention du crime, des services qui travaillent indépendamment de la police de Fall River, l'enquête prend une drôle de tournure. En novembre, un informateur du nom d'André Maltais se présente au poste de Dartmouth, à l'est de Fall River, et demande à voir l'agent Paul Fitzgerald. C'est Fitzgerald qui est chargé d'enquêter sur le meurtre de Doreen Ann Levesque pour le comté. L'homme de 44 ans, un habitué du Red Light avec un passé d'agression sur des enfants, raconte qu'il connaît 2 filles qui en savent long sur le meurtre de l'adolescente. Il les a surprises à en parler ensemble. Il propose de les amener au poste si Fitzgerald souhaite les interroger. Évidemment. Une semaine plus tard, Maltais revient accompagné de Karine Marsden, une prostituée de 20 ans, et de Robin Murphy, cette jeune femme de 17 ans qui aspire à devenir la nouvelle Hugh Hefner de Bedford Street. Face au détective, Murphy prétend ne rien savoir de cette histoire de meurtre. En revanche, Marsden semble effrayée. Elle affirme savoir qui a tué Doreen Levesque. « C'est le diable, dit-elle. Pas le diable avec des cornes et une fourche, mais son exécutant. » Elle refuse d'en dire plus. Elle est la mère d'un petit garçon de 2 ans, Joseph John ou JJ, et craint que ce suppôt ne s'en prenne à son enfant. Elle sait, dit-elle, qu'il voit tout et entend tout. Une indiscrétion de sa part pourrait lui coûter cher. Néanmoins, après de longues minutes, entre 2 sanglots, elle laisse tomber un nom. C'est Carl Drew qui l'a tué. Je le sais. Puis, comme si elle réalisait qu'elle en avait déjà trop dit, elle se referme comme une huître. Un nom lancé au milieu d'une conversation n'a aucune valeur. Fitzgerald lui explique que n'importe qui pourrait se présenter au poste en disant que c'est Elvis Presley qui a fait le coup. Ce serait sans intérêt. Pour que l'information soit considérée, Karen doit au minimum dire comment et pourquoi elle sait que Carl Drew a assassiné Doreen Levesque. Malheureusement, l'enquêteur n'obtiendra rien de plus. En fin d'après-midi, Marsden, Murphy et Maltais quittent les locaux. Le policier offre une dernière fois à Karen une protection si elle souhaite se confier. Mais elle refuse. « Personne ne peut me protéger du diable, » ajoute-t-elle. Le 26 janvier 1980, un homme qui promène ses chiens dans un boisé tout au bout de Jefferson Street, près de la route 24, découvre le corps d'une femme. Elle repose dans une légère dépression du sol. Elle est nue à partir de la taille, ce qui suggère une agression sexuelle. Ses chevilles et ses poignets sont liés par un fil à pêche, et ses bras sont relevés au-dessus de sa tête, comme dans un ultime geste pour se protéger. Son visage n'est plus qu'un amas de chair informe. Son assassin lui a défoncé le crâne avec un objet lourd, possiblement un bloc de béton. Le corps a aussi souffert du gel et du dégel de ce début d'année. Pendant que la dépouille est acheminée à la morgue de l'hôpital Sainte-Anne à Fall River, la police épluche les avis de disparition.
Une certaine Barbara Raposa, 22 ans, apparaît comme la meilleure candidate. Elle a été portée disparue en novembre par son père et son petit ami, André Maltais. Ce même André Maltais qui, à la même époque, conduisait Karen Marsden et Robin Murphy dans les locaux de la police du comté pour discuter du meurtre de Doreen Ann Levesque. Mais cela, pour l'heure, la police de Fall River n'en sait strictement rien. Ce qu'elle constate en revanche, ce sont les similitudes entre les deux meurtres. Les deux femmes, deux prostituées, ont été ligotées avec du fil à pêche et ont eu le crâne défoncé avec un objet lourd. Une pierre dans le cas de Doreen et un bloc de béton pour Barbara. Le lendemain de la découverte du corps de Barbara Raposa, les policiers de Fall River se rendent au domicile d'André Maltais, qui vit avec sa mère, et lui annoncent qu'ils ont retrouvé le corps de sa petite amie, qu'elle a été assassinée, et qu'ils aimeraient qu'il les accompagne au QG pour répondre à quelques questions. Les enquêteurs Alan Sylvia et Paul Carey trouvent ces comportements suspects. Ils ne semblent pas surpris le moins du monde que sa copine ait été assassinée. En fait, explique-t-il, il s'en doutait. Il raconte que jusqu'à tout récemment, il était adepte du satanisme, tout comme Barbara. Il a depuis trouvé le Seigneur. Alléluia. Il laisse sous-entendre qu'il y aurait à Fall River de nombreux satanistes et que Barbara était apparemment au courant de choses à propos de la mort de Doreen Levesque. Il ne serait pas étonné d'apprendre que leur mort soit liée. C'est à ce moment-là que les enquêteurs apprennent que Maltais a eu des contacts avec des agents de la police du comté, sans toutefois entrer dans les détails. Il les désigne comme les « big guys », comme si cette brigade était un service d'élite comme le FBI ou la CIA. Ces révélations étonnent les inspecteurs. L'attitude de Maltais est suspecte. Elle leur apparaît comme celle d'un coupable et non comme celle d'un amant choqué d'apprendre que sa petite amie a été assassinée. En dehors de leurs soupçons, les enquêteurs n'ont toutefois rien contre lui. Ils le remercient pour ses confidences et le laissent partir. En quelques heures, André Maltais est passé d'amoureux éploré à suspect dans une sordide histoire de meurtre. Le 30 janvier, l'enquêteur Alan Sylvia reçoit un appel de Carol Fletcher, une autre prostituée du Red Light. Elle raconte que l'une de ses amies a des choses à dire à propos des meurtres de Levesque et Raposa. Elle est toutefois trop craintive pour se rendre d'elle-même au poste. D'ailleurs, explique Fletcher, cette amie n'est pas au courant de sa démarche. Elle propose aux enquêteurs de venir chez elle, un appartement sur County Street, pour la surprendre. En présence des policiers, elle ne pourra plus reculer. Les agents Sylvia et Joachim se rendent sur place. Outre Fletcher, 2 autres jeunes femmes sont présentes. Puis, sortant d'une chambre, arrive une 4e occupante, Karen Marsden. Depuis le début de leur enquête, les policiers sont tombés à quelques reprises sur ce nom. Lorsqu'ils questionnaient les prostituées de Bedford Street, plusieurs leur ont suggéré le nom de Marsden, assurant qu'elles connaissaient Doreen Levesque, la victime des gradins. Sylvia et Joachim sont donc à moitié surpris en la voyant sortir de la chambre. Elle est visiblement intoxiquée. En apercevant les enquêteurs, elle devient complètement hystérique. Elle veut partir, mais ses amis l'en empêchent, lui répétant qu'elle doit tout dire aux policiers. Pendant près de 2 heures, elle pleure et marmonne des choses inintelligibles. Dire qu'elle a peur serait un euphémisme. Karen Marsden est terrifiée. Elle craint pour sa vie, son fils et ses proches. Bride par bride, elle raconte que 2 mois plus tôt,
son amie Robin Murphy, avec laquelle elle entretient une relation amoureuse, les aurait conduites, Carol Fletcher et elle, dans les bois de la forêt de Freetown. Elles auraient roulé un moment, empruntant un labyrinthe de sentiers, avant d'arriver à une clairière. Une structure en pierre et en bois y avait été dressée de manière artisanale. Robin leur aurait alors avoué qu'elle était membre d'une confrérie satanique, dirigée par Carl Drew. La semaine précédente, ils étaient d'ailleurs venus au même endroit, et Carl lui aurait confié qu'il songeait à y amener Carol Fletcher et Karen Marsden pour les sacrifier à Satan. Il leur injecterait de l'acide à batterie dans les veines avant d'abandonner leur corps dans un fossé où coulait une eau verte. On dirait un film d'horreur de série B. Les propos de Marsden sont confus et incohérents. Les enquêteurs savent qu'ils n'ont aucune chance de convaincre le procureur de porter des accusations sur la foi d'un scénario aussi décousu. Qui plus est, pour l'instant, rien dans les propos de Marsden, et par ricochet de ceux de Fletcher, n'accuse Carl Drew d'avoir joué un rôle dans les meurtres de Doreen Ann Levesque ou de Barbara Raposa. Ce sont uniquement des racontars. Carl Drew aurait dit ceci ou cela, aurait menacé de faire ceci ou cela. Les policiers demandent aux femmes d'enfiler leurs manteaux et de les accompagner dans la forêt de Freetown. S'ils réussissent à trouver la clairière avec l'hôtel, ils auront au moins un début de confirmation. Les agents Sylvia et Joachim, Carol Fletcher et Karen Marsden prennent la route de la Freetown Reservation. Pendant 2 heures, ils remontent chaque allée et arpentent chaque sentier. En vain. À la nuit tombée, les enquêteurs amènent les filles à Fall River en se promettant de revenir en plein jour. 10 jours après la découverte du corps de Barbara Raposa, André Maltais contacte l'enquêteur Paul Fitzgerald de la police du comté de Bristol. Il raconte que la nuit précédente, il a fait un rêve et qu'il a vu en songe le meurtre de sa petite amie. Depuis sa venue au poste, accompagné de Robin Murphy et de Karen Marsden, en novembre dernier, visite durant laquelle Marsden avait dit savoir que Carl Drew avait assassiné Doreen Levesque, sans ajouter le moindre détail, Fitzgerald est demeuré sur l'impression que cet André Maltais cache des choses. Entre-temps, sa propre petite amie a été assassinée. Voilà un même individu, un habitué du Red Light de Fall River, impliqué de près ou de loin dans 2 meurtres, impliquant des prostituées. Le hasard fait drôlement les choses. Dans l'univers du crime, s'il y a une chose que les policiers détestent, ce sont justement les coïncidences. Lorsque Maltais téléphone à Fitzgerald pour lui parler de son rêve, l'enquêteur sent qu'il tient quelque chose. Cette fois, pas question de faire cavalier seul. Il lui fixe rendez-vous au bureau du procureur du comté de Bristol à New Bedford. Il contacte ensuite les policiers de Fall River. En temps normal, la police du comté ne travaille pas en collaboration avec les brigades municipales. Mais dans cette affaire, trop d'éléments lient les divers services, à commencer par le meurtre de Barbara Raposa, survenu sur le territoire de la police de Fall River, même si la ville est dans le comté de Bristol. Lorsque Maltais se présente dans les bureaux du procureur Ronald Pena, il y a là, outre l'agent Fitzgerald et le procureur, 2 sténographes et 2 autres policiers de Fall River. Nous sommes alors le 5 février 1980. Les yeux fermés, comme s'il était en transe, Maltais, qui incidemment prétend jouir d'une certaine perception extrasensorielle, raconte qu'il a vu la victime en songe. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Il flottait au-dessus d'une clairière, entre les arbres, et a vu la scène. Un homme est arrivé en voiture,
a sorti Barbara, apparemment inconsciente, du coffre et l'a traînée dans les feuilles mortes jusqu'à un arbre. La jeune femme était toujours vivante et ligotée au poignet, un détail jamais rapporté dans la presse. Elle l'appelait, lui, André Maltais, à l'aide. L'agresseur, toujours d'après Maltais, a alors pris une grosse pierre et lui a fracassé le crâne. Un autre détail inconnu des journalistes. Il n'a pas bien vu cet inconnu, mais il s'agissait d'un homme de taille moyenne portant un blouson noir. Et lorsque les policiers lui présentent une photographie de la clairière, il pointe exactement l'endroit où se trouvait le corps. Une autre information gardée confidentielle. Les dons extralucides d'André Maltais sont pour le moins renversants. Puis, tout de go, il propose d'accompagner les policiers sur la scène de crime. Peut-être, explique-t-il, sa présence sur les lieux lui permettra de raviver des détails de son rêve. Les enquêteurs jouent le jeu. Malgré un froid sibérien, les agents l'accompagnent dans le boisé, au bout de Jefferson Street. Pendant de longues minutes, ce témoin onirique fait des va-et-vient dans la clairière, même s'il ne subsiste aucun indice rappelant le meurtre de Barbara Raposa. Le voyant a un score de 100%. Puis arrive, sans mauvais jeu de mots, le détail qui tue. À un moment donné, Maltais se tourne vers le procureur et les policiers, qui sautillent sur place pour se réchauffer, et dit « L'assassin n'a pas vraiment utilisé une pierre, mais un bloc de béton. » Cette information n'est connue que des policiers et de l'assassin. Le jeu vient de prendre fin. 3 jours plus tard, André Maltais est mis en état d'arrestation pour le meurtre de Barbara Raposa. Après des mois d'enquête infructueux, voilà que les pièces se mettent en place, mais pas comme l'avaient anticipé les enquêteurs de Fall River. Alors qu'ils travaillaient sur le meurtre de Doreen Levesque, la victime des gradins de l'école secondaire d'Emen, les voilà parachutés dans un autre crime sordide, impliquant encore une fois une prostituée, amie de Doreen Levesque, Barbara Raposa. Si son assassin est bien André Maltais, comme le croient les policiers et le procureur, quel est son lien avec Doreen Levesque? On ne peut nier que les deux meurtres présentent des similitudes étonnantes. Si Maltais a tué Raposa, est-il aussi l'assassin de Levesque? Si c'est le cas, quel était son motif? Aurait-il d'abord tué Levesque, pour une raison encore inconnue, avant de s'en prendre à Raposa, peut-être au courant de son crime? Le scénario est possible. Mais que vient faire Karen Marsden dans cette histoire? Elle qui répète depuis des semaines que l'assassin de Levesque est Carl Drew, un proxénète du Red Light. À n'en juger par sa frayeur, difficile de croire qu'il s'agit de soupçons en l'air. Puis il y a cette histoire de secte satanique, impliquant non seulement Drew, mais Robin Murphy, sa rivale, pour le contrôle du commerce du sexe à Fall River. Que dire aussi de cette étrange coïncidence unissant Marsden et Murphy, qui entretiennent une liaison amoureuse, à André Maltais? C'est en sa compagnie qu'elles se sont présentées au poste de Dartmouth, en novembre dernier, pour confier à Paul Fitzgerald que c'était Carl Drew qui avait assassiné Doreen Levesque. L'affaire ressemble de plus en plus à un nœud gordien. Le 8 février, le jour même de l'arrestation d'André Maltais, les enquêteurs de la police de Fall River reprennent contact avec Karen Marsden. Malgré sa peur, elle leur donne rendez-vous à une intersection du centre-ville. Ils doivent conduire une voiture banalisée, sans quoi elle refusera de les suivre. En fin d'après-midi, les agents Sylvia et Joachim la font monter dans leur voiture. Comme elle hésite à les accompagner au poste, ils la conduisent dans un quartier éloigné, où ils pourront discuter
à l'abri des regards indiscrets. Karen est quasi hystérique. Elle répète que le diable est après elle et que ses heures sont comptées. Elle refuse de donner des noms. Mais les enquêteurs savent que derrière ce sobriquet du diable, elle désigne Carl Drew. Elle répète qu'elle ne peut rien dire. Elle craint pour la vie de son enfant et celle de sa grand-mère, qui s'occupe de son garçon à temps partiel. Après 2 heures de cet échange stérile, Karen demande à être conduite à la cathédrale St. Mary. Elle veut parler à un prêtre. Réalisant qu'ils n'obtiendront rien de plus, les enquêteurs roulent jusqu'à l'église, à l'intersection de 2nd Street et de Rodman Street. Ils y déposent Karen. Le souvenir de cette jeune femme apeurée, grimpant les marches du presbytère, sera la dernière image que les agents Sylvia et Joachim garderont de Karen Marsden. Le lendemain, en début d'après-midi, Robin Murphy téléphone à la division des crimes majeurs de la police de Fall River. Elle souhaite parler aux enquêteurs chargés de l'investigation sur le meurtre de Barbara Raposa. Elle a appris qu'André Maltais venait d'être écroué pour ce meurtre. Elle ajoute avoir des informations qui pourraient intéresser la police. Ce sont les agents Paul Carey et Joseph Phelan qui vont à sa rencontre. Elle leur fixe rendez-vous dans l'appartement de son ami Maureen Sparda, alias Sonny Spikes, un studio miteux à Arbor Terrace, un édifice à logement modique. Lorsque les agents arrivent sur place, Robin est étendue sur un sofa. Elle paraît intoxiquée et effrayée. En apercevant les policiers, elle annonce « J'y étais. J'ai tout vu. » Elle raconte que, le soir du 7 novembre 1979, elle était en compagnie d'André Maltais et de Barbara Raposa. C'était aux alentours de minuit. Ils roulaient sur Jefferson Street. Une dispute a éclaté. Barbara et elle en sont venus aux mains. Furieux, André a roulé jusqu'à un boisé, au bout de Jefferson Street, où il a forcé Barbara à descendre. Le couple s'est engueulé pendant de longues minutes. Robin, demeuré dans la voiture, a alors vu André frapper Barbara. Il l'a violée avec des godemichets qu'il gardait dans la malle arrière, avant de lui défoncer le crâne avec un bloc de béton. Il a ensuite traîné le corps dans un fossé peu profond. Il est revenu à la voiture et tous deux sont retournés à Fall River. Incrédule, les agents demandent à Robin de les accompagner sur la scène de crime. Sur place, l'adolescente se livre à une reconstitution convaincante, ajoutant des détails connus uniquement des enquêteurs. Lorsque les agents rentrent au poste en compagnie de Robin pour prendre sa déposition par écrit, ils n'ont plus aucun doute que la jeune femme a bel et bien été témoin des derniers moments de vie de Barbara Raposa. Au QG, une autre surprise les attend. Dans l'après-midi, une vieille dame a téléphoné à la police pour signaler une disparition. À l'agent de service, elle a expliqué que sa petite-fille, qui vit avec elle, n'aurait pas découché sans la prévenir. Elle a ajouté que depuis quelque temps, sa petite-fille était inquiète pour sa sécurité et celle de son enfant, un garçon de 2 ans prénommé JJ. La disparue s'appelle Karen Marsden. Le lendemain, la grand-mère appelle la police. Malheureusement, l'agente des relations publiques n'a rien de plus à lui apprendre. « Karine avait-elle des ennemis qui auraient pu lui faire du mal ?» demande la policière. À l'autre bout du fil, il y a un long silence. « J'ai entendu ma petite fille parler d'un certain Carl Drew. Apparemment, il interrogeait les filles de la rue à propos du meurtre de Dorine Levesque. » Laisse finalement tomber la vieille dame à voix basse, comme si elle craignait d'être entendue. Le jour même, les enquêteurs de Fall River interrogent des proches de Karen, dont Robin Murphy. Elle avoue être sans nouvelles de son amie et amante. Elle croit qu'il lui est arrivé malheur. « Je pense qu'elle est morte, » ajoute-t-elle.
Sombre présage. En temps normal, ce ne sont pas les enquêteurs de la brigade des crimes majeurs qui s'occupent des personnes disparues. Mais dans le cas présent, sans jouer les oiseaux de malheur, les inspecteurs partagent les soupçons de Robin. Ils ne croient pas que Karen a fugué. Elle n'aurait jamais fait cela en abandonnant le petit JJ derrière elle. Plus tard ce même jour, les enquêteurs croisent Carl Drew devant le Hub, une salle de billard malfamée du Red Light. Il accepte de les accompagner au poste pour répondre à quelques questions. Au gré de l'entretien, le détective Alan Sylvia remarque, par l'encolure de sa chemise entr'ouverte, que Carl arbore un tatouage sur la poitrine. Lorsque le policier lui demande ce qu'il représente, Drew se fait un plaisir de déboutonner sa chemise et d'exhiber une tête grimaçante et cornue. « C'est Satan, dit-il en bombant le torse. « Je suis un sataniste. J'en ai un aussi sur l'avant-bras, avec la mention « Satan's Avengers », déclare-t-il fièrement. En dehors de son numéro d'exhibitionniste, Drew n'a rien à ajouter à propos de Karen. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était il y a 2 ou 3 jours. Elle était assise à l'arrière de la voiture de Carol Fletcher. Il ne l'a pas recroisée depuis. Durant les semaines qui suivent, les enquêteurs questionnent une vingtaine de personnes, pour la plupart des prostituées et des toxicomanes. Des gens qui connaissent ou connaissaient de près ou de loin Karen Marsden. Mis à part les énormes incohérences dans leurs déclarations, il s'en dégage des éléments semblables, des dénominateurs communs. Primo, la plupart sont d'avis que Karen Marsden a été assassinée. Segundo, une forme d'omerta règne dans le Red Light à propos de cette disparition. Les prostituées hésitent à parler. Tertio, cette peur s'incarne sous les traits de Carl Drew et de sa confrérie satanique. Mais c'est surtout Robin Murphy qui entretient cette peur. C'est toujours elle qui dit aux filles de se taire parce que Carl Drew va faire ceci ou cela. À la moindre occasion, Murphy brandit l'épouvantail Carl Drew pour les inciter à fermer leur gueule. Carl Drew est le croque-mitaine de Robin Murphy. Quarto, et ce sont sans doute les informations les plus inquiétantes, Robin Murphy aurait avoué à quelques reprises avoir tué Karen Marsden et d'avoir aussi été présente lors du meurtre de Doreen Levesque, la victime des gradins. Dans ce dernier cas, elle accuse Carl Drew ou Andy Maltais d'être les assassins. Robin Murphy joue une dangereuse partie d'échecs et elle a un coup d'avance sur tout le monde. Elle fait croire ce qu'elle veut à qui elle veut. Elle est la reine du chaos, une émule de Machiavel en dépit de ses 17 ans. Au jeu de la manipulation, Carl Drew est un boy scout. Le 13 avril, en fin d'après-midi, à Westport, à 15 minutes de route au sud de Fall River, un résident découvre la partie supérieure d'un crâne, un calvarium, pour utiliser l'expression médicale. Le maxillaire inférieur est manquant. C'est un secteur boisé entourant Devil Pond. Le crâne est complètement décharné, sauf un mince lambeau de peau séchée sur la face antérieure. Informés, les agents du service de police de Westport et du bureau du shérif du comté de Bristol sont dépêchés sur les lieux. Comme il s'agit de restes humains, ils sont accompagnés du docteur Paul de Villers, du comté de Bristol. Le crâne montre des marques de violence. En raison de la membrane de peau et de la matière cérébrale en partie présente, le légiste conclut que la mort remonte à plus ou moins 2 mois. Il n'y a aucune dent, ce qui complique l'identification. En fouillant les alentours, les policiers trouvent un jeans, sans dessus-dessous, des sous-vêtements, culottes et soutien-gorge, une chaussure de femme, un blouson blanc, un chandail à col roulé bleu marine,
un autre chandail bleu pâle, une montre Gruen avec un bracelet argenté et un lambeau de chair avec quelques cheveux. Dans la zone de recherche, il tombe aussi sur 3 carcasses de chats disposées en étoiles. Coïncidence? Le crâne est envoyé à des experts du laboratoire médico-légal du Massachusetts. Sans les dents, il sera difficile de déterminer son identité. Au premier coup d'œil, les scientifiques sont d'avis qu'il s'agit d'une femme, mais restent prudents quant à la race ou l'âge. Pour confirmer qu'il s'agit bien de Karen Marsden, comme le pensent les policiers, l'un des légistes propose de comparer le crâne à des rayons X de la tête de la victime présumée. Si de telles radiographies existent bien sûr, et si les enquêteurs parviennent à les retrouver. Coup de chance. Quelques mois plus tôt, la jeune femme a consulté les médecins de l'hôpital Sainte-Anne de Fall River pour des problèmes de sinus. En superposant les radiographies prises à cette occasion à celles du crâne découvert près de Devil Pond, aucun autre reste du corps ne sera jamais retrouvé. Les experts obtiennent un match parfait. La victime est bel et bien Karen Marsden. L'identification d'un corps uniquement par preuve radiographique est une première dans l'histoire judiciaire du Massachusetts. Au lendemain de l'arrestation d'Andy Maltais, en février, Robin Murphy est devenu, pour le bureau du procureur Ronald Pena, le témoin clé dans l'affaire du meurtre de Barbara Raposa. Pour éviter que l'adolescente soit intimidée par des proches de l'accusé, les autorités l'ont mise sous protection policière, d'abord dans un hôtel de New Bedford, puis chez des amis à elle à Addison, une banlieue de Dallas, au Texas. En dépit de l'éloignement, elle maintient le contact avec ses amis de Fall River. Elle passe des heures au téléphone. Lorsqu'elle apprend la découverte d'un crâne et des vêtements féminins près de Devil Pond, elle est agacée. Elle téléphone tous les jours à Maureen Sparda, sa grande confidente, pour connaître les derniers détails de la presse. Puis, lorsque son ami lui lit un article précisant que la police n'avait toujours aucun indice sur l'identité de l'inconnu, Robin commente que les enquêteurs n'arriveront jamais à associer ces restes à Karen Marsden. « Et comment sais-tu qu'il s'agit de Karine ?» demande Maureen. « Parce que c'est moi qui l'a tuée. » avoue spontanément Robin. Le lendemain, Maureen Sonny Spikes Sparda informe la police de Fall River de ses aveux compromettants. En apprenant l'information, le procureur, Ronald Pena, exige son rapatriement immédiat au Massachusetts. Ce petit jeu du chat et de la souris n'a que trop duré. Le 22 avril 1980, 10 jours après la découverte du crâne à Devil Pond, les enquêteurs Fitzgerald et Lowney cueillent Robin Murphy à sa descente d'avion à l'aéroport Logan de Boston. Elle est aussitôt conduite au bureau du procureur à New Bedford. À ce moment-là, elle croit que cet interrogatoire n'est qu'une formalité en vue du procès d'Andy Maltais, sous les verrous pour le meurtre de Barbara Raposa. Elle se retrouve dans une salle entourée d'enquêteurs de la police du comté et de Fall River. À sa grande surprise, les détectives commencent immédiatement à parler de Karen Marsden. Elle répète que la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était le 8 février, alors qu'elle montait en voiture avec un client conduisant une Dodge Duster verte. L'un des enquêteurs balaie l'air de sa main en signe de lassitude. « Arrête ton petit jeu. Ce n'est pas ce que tu as dit à Maureen Sparda la semaine dernière. » Robin Murphy le foudroie du regard. Elle comprend que son ami l'a trahi, que de témoin dans l'affaire de Barbara Raposa, elle vient de passer suspect dans la disparition, voire dans le meurtre de Karen Marsden. Après des semaines de mensonges et de fuites en avant, Robin Murphy se met à table. Sur la foi de ses révélations et celle de nombreuses déclarations des prostituées et toxicomanes du Red Light, les policiers croient avoir une meilleure vue d'ensemble. Au fil des mois, une secte satanique s'est apparemment développée et organisée autour de Carl Drew,
que certains surnomment le fils de Satan. On raconte que ce culte, les Satan's Avengers, est composé de 4 ou 5 membres, principalement des prostituées, de Robin Murphy et de 2 toxicomanes du Red Light, Carl Davis et William Smith. Cette confrérie tiendrait à l'occasion des réunions dans un appartement de Fall River, à Arbor Terrace, mais surtout dans la forêt de Freetown, une vaste étendue sauvage au nord de la ville. Carl Drew, qui a des yeux bleu acier presque hypnotiques, et sa bande, a souvent été décrit comme un émule de Charles Manson et de sa famille. Pour les enquêteurs, il n'y a rien de bien nouveau. Cette rumeur de secte impliquant Carl Drew circule depuis longtemps. Des graffitis sataniques et occultes ont même été signalés aux gardes forestiers et aux autorités policières de Freetown et de Fall River. La forêt est située entre ces 2 localités. Mais apparemment, ces sabbats, à n'en croire Robin Murphy, ne se limitent pas à danser à moitié nu autour d'un feu intoxiqué aux méthamphétamines. Selon les divers témoignages colligés, la police croit que dans la nuit du 12 au 13 octobre 1979, des membres de la secte, incluant Robin Murphy, ont fait monter en voiture Doreen Levesque. C'était la voiture de Carl, et c'est lui qui était derrière le volant. Était également présente Karen Marsden, l'amante de Robin Murphy et l'une des prostituées travaillant pour Drew. Pendant un moment, ils auraient roulé dans les rues de Fall River. L'idée était d'intimider Levesque, qui offrait ses services à 2 rues de Bedford Street pour ne pas empiéter sur le territoire de Carl. Mais c'était trop près pour être confortable. Leur souhait était de convaincre Doreen de se joindre à l'écurie de Carl. Elle a apparemment refusé. Le groupe aurait roulé jusqu'à la piste d'entraînement sportif du Demon Regional Vocational Technical High School. Les membres l'auraient forcé à descendre et entraîné sous les gradins. Carl aurait de nouveau cherché à l'intimider en évoquant les forces des ténèbres. Si elle refusait de travailler pour lui, elle travaillerait pour le diable. Les enquêteurs croient que les satanistes l'ont ensuite violentée. Les témoignages accusent Carl de lui avoir défoncé le crâne en utilisant une grosse pierre. Le proxénète aurait ensuite récité une incantation magique dans une langue inconnue. Être témoin de ce crime monstrueux aurait troublé Karen Marsden, on le comprend. Ce traumatisme l'aurait conduit ultimement à sa propre mort. Dans les semaines qui ont suivi le meurtre de Levesque, Carl Drew aurait appris que Karen s'épanchait tant auprès de ses amis qu'auprès des policiers. Il était à présent impératif de se débarrasser de ce témoin gênant. Le soir du 8 février 1980, Carl Drew, Robin Murphy, Carol Fletcher, William Smith et Carl Davis auraient forcé Karen à monter en voiture avec eux. Il roulait alors dans la voiture de location de Carol Fletcher. Ils se sont rendus près de Devil Pond, au sud de Fall River, où dans un simulacre de cérémonie occulte, Carl a égorgé la jeune prostituée. Il a ordonné à Robin de la poignarder à la poitrine et au cou. Karen morte, Carl l'a ensuite décapitée et a forcé Robin à faire un cunnilingus au corps sans tête. À l'issue de ces outrages, le fils de Satan aurait joué au soccer pendant de longues minutes avec la tête de Karen avant de la buter au loin. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les enquêteurs jugent que le meurtre de Barbara Raposa par André Maltais n'a rien à voir avec ceux de Doreen Levesque et de Karen Marsden. Les similitudes sont pourtant surprenantes. Comme dans les cas de Levesque et Marsden, Barbara était une prostituée du Red Light. Elle connaissait les 2 autres victimes et Carl Drew. Lorsque son corps a été retrouvé, elle était nue à partir de la taille, comme Levesque, et ses poignets étaient liés avec du fil à pêche, comme Levesque. Elle avait eu la tête défoncée avec un objet lourd,
comme l'évêque. Plus étrange encore, l'une des personnes présentes lors de son meurtre était Robin Murphy, témoin aussi des assassinats de l'évêque et de Marsden. Pour les autorités toutefois, ce meurtre n'est rien de plus qu'un féminicide, comme il s'en produit hélas tous les jours. Maltais avait apparemment découvert que Barbara le trompait et l'aurait violenté par jalousie. À ce stade, même si Maltais a admis aux enquêteurs qu'il était un sataniste reconverti au christianisme, rien ne permet de l'associer à la bande de Caldrew, ni même de croire que les deux hommes se connaissaient. Quant aux similitudes dans le mode opératoire, le modus operandi, entre les meurtres de l'évêque et de Raposa, ce ne serait que de simples coïncidences. Quand on sait à quel point les policiers détestent les coïncidences, il faut croire que c'est ici l'exception qui confirme la règle. Quant au diable, les autorités restent mitigées. Si Drew s'affiche ouvertement comme un sataniste, les enquêteurs questionnent son obédience. Est-elle réelle, ou s'agit-il d'une mise en scène pour terrifier et maintenir sous son joug les prostituées du Red Light? De toute façon, pour le bureau du procureur, ce volet occulte n'est qu'un aspect secondaire. En droit américain, tout comme en droit canadien, la détermination du motif n'est pas obligatoire. Évidemment, il est plus facile de convaincre un jury si l'accusation peut établir une raison au crime. Mais le rôle premier de la justice est de démontrer qui a commis le crime, pas le pourquoi de ses actions. Dans les jours qui suivent les révélations de Robin Murphy, la police procède à l'arrestation des suspects, Caldrew, Carol Fletcher, William Smith et Carl Davis. Considérant les preuves judiciaires, le procureur Pina décide de porter des accusations uniquement pour le meurtre de Karen Marsden. Le dossier de Doreen Levesque lui paraissant trop fragile pour engager un procès coûteux avec une issue incertaine. Dans l'affaire des satanistes de Fall River, la police n'a cependant aucune preuve directe et convaincante liant les accusés au meurtre de Karen. Ils n'ont trouvé qu'une partie du crâne, quelques cheveux et ses vêtements. Tous ces éléments se sont révélés vierges de toute empreinte ou contamination qui aurait pu incriminer l'un des suspects. La voiture de location de Carol Fletcher, une Oldsmobile 1978, à bord de laquelle les assassins sont revenus à Fall River après le meurtre, a été saisie et passée au peigne fin. L'examen n'a révélé aucune trace de sang, des preuves que les experts auraient pu associer à la victime. Étrange quand même. Dans le cas de Karen Marsden, il est raisonnable de croire que les assassins devaient être couverts de sang pour avoir décapité leur victime. Qu'aucun d'eux n'ait laissé de traces de sang sur les sièges ou les tapis de la voiture relève de l'exploit. Même si 2 mois se sont écoulés entre le meurtre et l'expertise scientifique. L'accusation a donc besoin de témoins vedettes. Le procureur Pina les trouve en Carol Fletcher et Robin Murphy. Comme la première n'a fait que conduire la voiture jusqu'à Devil Pond sans participer activement au meurtre, le procureur lui offre une absolution totale en échange de son témoignage. Elle accepte. Pour Robin Murphy, les choses sont plus compliquées. Comme elle a ouvertement reconnu avoir poignardé Karen, il est hors de question d'abandonner les accusations de meurtre. À ce stade, elle risque la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le procureur lui propose de plaider coupable à des accusations réduites de meurtre au second degré, ce qui signifie qu'elle pourrait recouvrer sa liberté dans une dizaine d'années, et ce, en échange de son témoignage au procès de Caldrew. Elle est d'accord. Le 14 janvier 1981, devant la Cour suprême du comté de Bristol, Murphy plaide coupable
à des accusations de meurtre non prémédité. Il n'y aura donc pas de procès. Elle est automatiquement condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle après 12 ans. Elle prend la route du pénitencier pour femmes de Framingham. 2 jours plus tard, dans la même salle du tribunal, débute le procès d'André Maltais pour le meurtre de Barbara Raposa le 7 novembre 1979. Maltais apparaît comme un homme un peu simplet. Des semaines plus tôt, il a été victime d'un malaise cardiaque et ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant. Il se présente comme une sorte d'informateur de la police. Il jure n'avoir rien à voir dans le meurtre de Raposa. Il admet qu'il était au courant de ses infidélités et que la jeune femme avait commencé à fréquenter un autre homme au moment de sa mort. Mais cela ne fait pas de lui un tueur. Il maintient son histoire de rêve visionnaire, un épisode qui fait sourire tout le monde, malgré la gravité des accusations. Puis arrive le témoignage de Robin Murphy, implacable, glaciale. Elle dit qu'elle connaît bien André Maltais, trop bien même. Elle l'accuse de l'avoir abusé alors qu'elle n'avait que 11 ans. Malgré cela, elle a continué de le fréquenter puisqu'il était un habitué du Red Light et qu'il sortait, du moins pour un temps, avec Raposa, qu'elle connaissait aussi. Un peu tordu comme explication. Le soir du meurtre, raconte-t-elle, Maltais, Raposa et elle se sont rendus dans un boisé à l'est de Jefferson Street. Elle a vu Maltais violenter Raposa avant de lui défoncer le crâne avec un bloc de béton. Plusieurs éléments dans son témoignage sonnent faux, mais pas suffisamment pour semer le doute dans l'esprit du jury. Le quadragénaire est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il mourra quelques années plus tard en prison, affirmant jusqu'à son dernier souffle être innocent du meurtre de Barbara Raposa. En raison de la publicité entourant cette affaire, John Burkness, l'avocat commis d'office de Carl Drew, réussit à faire transférer le procès de son client devant la Cour supérieure du comté voisin de Worcester à Fitchburg. Le procès s'ouvre le 2 mars 1981, pratiquement en parallèle au procès d'André Maltais. C'est le procureur adjoint, maître David Wachsler, qui présente l'accusation. Le témoin clé est Robin Murphy. Sa description des événements est terrifiante. Elle raconte les événements de la soirée du 8 février. Elle détaille comment Carl Drew et ses complices, elle incluse, ont conduit Karen dans les bois, comment ils l'ont tirée hors de la voiture en la tirant par les cheveux, comment ils l'ont lapidée avant de lui trancher la gorge. Robin ajoute des détails inédits. Pour s'emparer, par exemple, d'une bague que Karen portait au doigt, Carl lui a tranché la main à la hauteur du poignet, alors qu'elle était toujours vivante. Robin avoue l'avoir poignardée à la gorge à plusieurs reprises, mais c'est Carl qui a achevé le travail en la décapitant. Elle parle des actes sexuels qu'elle a commis à la demande de Carl sur la dépouille et sur la manière dont le maître s'est amusé à donner des coups de pied sur la tête de Karen, comme s'il disputait un match de soccer. Après cela, ajoute Robin, Carl a tracé sur son front un X en utilisant le sang de la victime. Il lui a dit qu'elle était maintenant l'une des leurs. Il s'est agenouillé près du cadavre et a adressé des incantations au diable, dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Lorsque vous avez conduit Karen dans les bois, se doutait-elle de vos intentions? Demande maître Wachsler. Absolument, Répond Robin. elle répétait qu'elle n'avait pas peur de Carl, qu'elle était croyante et que Dieu la protégerait. Elle priait pour qu'on l'épargne. Et qu'a répondu Carl à ses supplications? Reprend le procureur. Il a dit que Dieu ne l'aiderait pas, qu'il était absent et qu'il n'y avait que le diable dans ces bois.
c'est mal engagé pour l'accusé. Pour sa défense, Carl Drew, qui s'est fait couper les cheveux et a enfilé une jolie chemise blanche, nie tout en bloc. Il croit en Dieu. Il n'est pas un sataniste et ne l'a jamais été. En contre-interrogatoire, Maître Wachsler lui demande de rouler ses manches et de montrer au jury ses avant-bras. Sur l'un d'eux, on peut voir un visage grimaçant surmonté d'une inscription. « Que représente ce tatouage » demande le procureur. « Le diable » murmure Drew. « Qu'avez-vous dit, Monsieur Drew? Je n'ai rien entendu, ni les membres du jury. » insiste Wachsler. « Le diable » répète Drew d'une voix forte. « Le diable, je vois. Et quelle est cette inscription au-dessus? » poursuit Maître Wachsler. « Satan's Avengers » répond l'accusé, cette fois assez fort pour être entendu par tous les membres du jury. « Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur, » conclut Wachsler en lançant un sourire en direction des jurés. À ce moment-là, on aurait pu entendre une mouche voler dans l'enceinte du tribunal. Après 2 semaines de procès, Carl Drew est reconnu coupable du meurtre au 1er degré de Karen Marsden. Il aura fallu une demi-journée au jury pour en arriver à un verdict unanime. En vertu des lois de l'État du Massachusetts, le 31 mars suivant, le juge Francis Keating le condamne à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Pour ce qui a trait aux 2 autres accusés, William Smith et Carl Davis, les 2 hommes nient leur rôle dans ces crimes. Ils sont bientôt relâchés, les preuves quant à leur implication étant quasi inexistantes. Smith se fond aussitôt dans les bas-fonds du Red Light. Davis, lui, n'a pas compris la leçon. Quelques semaines après avoir recouvré sa liberté, il agresse 2 prostituées de Fall River, dont Maureen Sparda. Cette balance, dit-il, qui a rapporté les aveux de Robin Murphy à la police. Il est condamné à une peine de 7 à 10 ans de prison. Depuis ces tristes événements, beaucoup de choses sont venues ébranler les convictions de la justice. Presque tous les témoins de l'accusation se sont récusés, prétextant qu'ils avaient été intimidés, soit par les policiers, soit par le bureau du procureur. On les aurait forcés à témoigner contre Carl Drew, en échange d'un aveuglement volontaire sur leur propre petit trafic, drogue et sexe. Robin Murphy, le témoin vedette dans les procès Maltais et Drew, a changé au moins 6 fois sa version des faits. Lors de ses demandes de libération conditionnelle, elle a aussi avoué qu'elle avait menti durant ses procès pour plaire aux policiers et aux procureurs. En fait, selon elle, les vilains dans cette histoire ne sont pas les proxénètes, les prostituées, les toxicomanes ou les trafiquants de drogue, mais les enquêteurs de la police. Si elle a inventé toutes ces histoires, c'était pour empêcher Andy Maltais d'agresser d'autres petites filles, comme il l'avait fait avec elle lorsqu'elle avait 11 ans, et d'envoyer Carl Drew en prison pour avoir violenté des prostituées du Red Light, dont Karen Marsden. Même si elle affirme aujourd'hui n'avoir assisté à aucun des meurtres, cette improbable justicière de Fall River reste convaincue que Carl Drew est bel et bien l'assassin de Marsden. Dans cette nouvelle mouture, elle se dit à présent innocente de tout, sauf d'être une menteuse. Elle reste toutefois laconique sur le pourquoi elle a accepté de plaider coupable à des accusations de meurtre au 2e degré, un plaidoyer qui, faut-il le rappeler, l'a envoyée derrière les barreaux pendant près de 40 ans. Certains de ses supporters, qui la voient comme une innocente victime des rouages d'une justice corrompue, rappellent qu'à l'époque, le procureur Pinal lui avait assuré qu'elle serait libérée automatiquement après 12 ans. Visiblement, le méchant magistrat l'a trompée. Stop.
12 ans. Que ce soit pour 12 jours, 12 mois ou 12 ans, pourquoi se serait-elle auto-incriminée de la sorte si elle n'avait strictement rien à se reprocher? Pour plaire aux policiers de Fall River ou aux ratoureux procureurs? Quel noble don de soi! L'enfer est pavé de bonnes intentions. Cela dit, est-il possible que les services de police aient été en partie manipulés par une adolescente de 17 ans? Peut-être. À l'époque des crimes de Fall River, les États-Unis étaient au tout début d'une hystérie collective et nationale qualifiée de peur satanique. Les gens se sont mis à croire que des adorateurs du diable étaient à l'œuvre d'un bout à l'autre du pays. À trop voir le malin partout, les enquêteurs se sont peut-être piégés dans une vision tunnel, acceptant toute information susceptible de confirmer leur scénario. À l'automne 2004, la Cour suprême du comté de Bristol a accepté, pour la 3e fois, d'entendre une demande de révision de procès pour Carl Drew. 24 témoins ont été entendus, incluant Robin Murphy. Elle a répété avoir tout inventé, mais a réitéré sa conviction quant à la responsabilité de Drew. Durant les procédures, l'un de ses témoins, Leah Johnson, une prostituée qui, en 1981, avait incriminé Drew, mais qui a depuis changé d'avis, s'est endormi et est littéralement tombé en bas de sa chaise. Pour en finir, le juge, John Connor fils, a conclu que ces témoins n'étaient pas crédibles et qu'ils articulaient davantage leurs témoignages en fonction de leurs intérêts personnels plutôt que par souci de la vérité. Il a rejeté la demande d'un nouveau procès. Est-on vraiment surpris? En 2004, Robin Murphy a été libérée après 23 ans derrière les barreaux. 7 ans plus tard, elle a de nouveau été arrêtée pour avoir violé les conditions de sa remise en liberté. En mai 2024, le Bureau des libérations conditionnelles de l'État du Massachusetts a donné à nouveau son feu vert pour une nouvelle relaxe. À ce jour, Robin Murphy a passé 36 ans en prison. Elle maintient être une victime du système, comme Charles Manson, Ted Bundy, John Gacy et des milliers d'autres innocents. Carl Drew est toujours incarcéré au pénitencier MCI Shirley près de Boston. En 2021, le réseau EPIX a diffusé en 4 parties Fall River. Ce documentaire, signé James Body prend clairement parti pour l'innocence de Carl Drew, victime, d'après le réalisateur, d'un complot ourdi par Robin Murphy, les policiers de Fall River, les enquêteurs de la police du comté, le procureur de Bristol et d'à peu près tous les magistrats de l'État du Massachusetts. Il n'y a à peu près que les extraterrestres et Jimmy Hoffa qui n'ont pas été accusés. Day met de l'avant l'hypothèse que Doreen Levesque, Barbara Raposa et Karen Marsden auraient été tués par un seul et unique tueur en série, Andre Malte. C'est vrai que ce dernier était connu de la police pour des antécédents de pédophilie. Un tueur en série violant des enfants, mais n'assassinant que des prostituées, ce serait quand même une première dans les annales du crime. Pourquoi pas? Je rappelle au passage que c'est ce même James Body qui a réalisé en 2017 le documentaire Charles Manson, The Final Words, dans lequel il défend l'innocence de Charles Manson. Oui, vous avez bien entendu, l'innocence de Charles Manson. Pauvre Charlie. À quand un documentaire sur l'innocence d'Adolf Hitler? L'affaire des meurtres sataniques de Fall River, comme les a surnommés la presse, reste très nébuleuse. Les gens impliqués dans cette histoire ont changé si souvent leur version des faits qu'il est à présent impossible d'avoir une idée précise des événements. Tous les acteurs de l'histoire ayant préféré faire passer leurs intérêts personnels avant celui de la justice. Qui a fait quoi,
Où et comment? Les réponses varient selon les personnes interrogées. De son côté, les services de police, ceux de Fall River et ceux du comté de Bristol, n'ont que très peu de preuves irréfutables, voire aucune, contre l'un ou l'autre des accusés. Même si des gens ont été mis en prison, la vérité est que nous n'avons toujours aucune certitude quant à l'identité des assassins de Doreen Levesque, Barbara Raposa et Karen Marsden, ni de leur motivation. Si l'ancien agent Alan Sylvia de la police de Fall River, membre à présent de la Chambre des représentants de l'État du Massachusetts, répète que justice a été rendue dans cette affaire, trop de zones sombres persistent pour vraiment crier victoire. Malcolm X disait « Je suis pour la vérité, peu importe qui l'a dit. Je suis pour la justice, peu importe en faveur de qui elle tranche. »